Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'adaptation face au changement climatique. Bienvenue chez nous, à Neuvez-Oxy, Daniel et Denise. J'ai été instituteur de Neuvez-Oxy pendant 34 ans, et puis je suis maire du village depuis 2008. Moi, je suis conseillère municipale depuis déjà un certain temps. Et puis, je suis responsable du fleurissement du village et puis de l'entretien des bâtiments. Je suis arrivé en 1964, comme j'ai adoré ce village, j'y suis resté. Ben, moi, c'est pareil. Je suis arrivée par rapport au travail. Ça fait déjà 35 ans que je vis à Neu. Voilà. Donc moi, je suis plutôt branché vélo. Et moi, par contre, je fais plutôt de la randonnée. Autour de Neu, Oxy, Fortel, Bof, tous les petits villages aux alentours. Voilà. Bon, nous, de toute façon, ici, on n'a pas attendu 2022 pour avoir des problèmes d'inondation. On a énormément d'eau qui arrive chez nous. Et donc, on a énormément d'événements boueux. On a commencé à créer les bassins de rétention. On en a fait quelques-uns et on s'est aperçu que vraiment ça fonctionnait super bien, à condition de les entretenir, hein. Et après, on s'est aperçu qu'il en manquait à des endroits et on en a refait deux nouveaux. Et on a installé des fascines aussi et des haies. On a repiqué beaucoup de haies, effectivement. Moi qui suis au conseil municipal, j'ai toujours défendu un petit peu il faut absolument garder le gazon pour récupérer l'eau le plus possible et puis faire des plantations dans le village pour absorber aussi. Et puis également aussi, j'ai toujours été contre aussi tuyauter les fossés, parce qu'on a d'énormes fossés dans le village. Et les gens, forcément, veulent mettre des tuyaux, parce que c'est plus beau, parce que ceci, parce que cela. Quand on a une énorme arrivée d'eau, ces tuyaux, même s'ils sont importants, ils n'arrivent pas à tout absorber. Ça passe au-dessus, hein. On a déjà eu... il y a eu l'événement de 99, où on a eu témoignage, où les gens ont entendu un énorme bruit. C'était la flotte, c'était l'eau qui arrivait, route de Fortel, mais avec un bruit phénoménal. Les gens ils se sont demandé ce qui se passait. Et là, ça a enjambé tous les fossés, ça a enjambé tous les tuyaux, et là, ça a créé une inondation énorme. Même si on a des trottoirs, comme disait Denise, qui sont enherbés, même si on a des haies, etc. Pour reparler de ces bassins, ils ne peuvent pas bloquer l'eau. L'eau, on ne la bloque jamais. Quand il y a un grand événement, un énorme orage, etc., les bassins se remplissent, évidemment, et surtout, les limons restent dans le fond. Si bien que même s'il y a de l'eau dans le village, ça sera de l'eau plutôt claire qui va être dans les rues. Et donc ces limons maintenant se trouvent dans nos bassins. Denise l'a dit, il faut les curer. Et chaque année ou tous les 2 ans, on récupère des dizaines et des dizaines de remorques de limons qui sont dans ces bassins, qu'on remet dans les terres. Ces limons, ils viennent de partout. C'est des limons qui viennent de Villers, qui viennent de... Nous gérons les limons de tout le monde. Quelquefois, c'est même un peu injuste parce que c'est nous qui payons finalement l'entretien de nos fossés, l'entretien de nos bassins, etc. C'est nous qui le prenons en charge financièrement. Et j'espère qu'un jour, tous ces frais-là pourront être pris en charge par les communautés de communes. Et là, j'ai même aussi commencé à aménager les bassins de rétention. J'ai commencé à planter autour. J'essaye de trouver un petit peu des plantes d'eau pour qu'ils absorbent le plus possible. Voilà. Alors au niveau de l'impact on va dire, des changements climatiques, à mon avis, c'est vrai qu'on a des événements qui sont plus fréquents. On a des tempêtes qui seront plus fréquentes, on a des orages qui sont un peu plus fréquents et un peu plus conséquents, on va dire. On a quand même maintenant des automnes et des hivers qui sont extrêmement humides. On a quelquefois des périodes qui durent du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, où on a 4, 5 ou 6 jours de soleil, quoi. Temps d'orage ou grosse pluie, même si on a tous ces aménagements-là, il faut quand même être là en surveillance, hein. Dès qu'il y a un événement, on va voir si nos bassins, si les entrées sont bien dégagées, et même les habitants maintenant se mobilisent, quoi. Et les jours où on a eu des coulées de boue, il y avait tous les gens du quartier qui venaient avec les pelles et les balais, quoi. Nous, on a eu 2 types d'inondations ici. Inondation de remontée par nappe et inondation de ruissellement. Alors évidemment, on a énormément plus d'inondations par ruissellement. Bon, évidemment. Là, on va dire que chaque année, il y en a, quasiment, hein. Par contre, remontée de nappe, on en a eu une année, hein, où là, sur 1 kilomètre, la route, c'était une rivière. Il y avait 50 cm d'eau sur la route devant. Alors quand on a une inondation par nappe, on a des remontées d'eau dans les caves. Il y a eu des erreurs qui ont été commises de la part de certains habitants d'avoir fait peut-être
des sous-sols à des endroits où finalement on aurait pu... Bon, aujourd'hui, ils sont obligés un petit peu de se protéger, ils ont fait des murets, bon bref. Parce que c'est vrai que les sous-sols dans la campagne, c'est très important. Les gens ont énormément de choses à mettre. Hein. Bon, on comprend que les gens en veuillent, mais il y a certains endroits où c'est pas forcément adapté, parce que là, bon, ça ruisselle et ça ruisselle. Non, je pense pour qu'ils installer des pompes. oui, Hein, les gens sont méfiants. Il y en a qui ont des pompes. Qui ont des pompes, hein, ils ont fait un Il y en a qui ont puiseur des pompes. Il y en a qui ont fait des petits murets, des petits machins pour protéger. Puis il y en a aussi qui ont mis parce qu'ils ont eu plusieurs fois leur congélateur de bousillé, etc. Donc il y en a qui ont aussi pris des précautions et qui ont surélevé un petit peu dans les sous-sols les choses qui leur paraissent... voilà. Donc les gens sont extrêmement vigilants. Mais même cette vigilance... ces bassins de rétention, la vigilance, l'observation qu'on fait. Le risque existe tout le temps. Mais le risque existe toujours. Si on a une inondation, je veux dire, décennale, c'est déjà quelque chose. Si on a une inondation, je veux dire, centenale ou cinquantenale, je ne sais pas si on dit cinquantenale, mais là, ce sont des événements énormes qui, là, de toute façon, quelque protection que vous ayez, de toute façon, vous avez quand même l'aléa qui va forcément produire des préjudices qui vont être assez énormes. Alors, les bassins de rétention, ils ont été créés au niveau du remembrement. C'est-à-dire que c'est l'ingénieur du génie rural, qui était super d'ailleurs, qui nous a placé des bassins de rétention. Ensuite, on a recreusé les bassins qui étaient faits, on les a recreusés pour les rendre plus importants, parce qu'on a vu que ça fonctionnait vraiment bien. Et après, on en a refait à d'autres endroits parce qu'on est allé voir sur place, quand on avait un gros orage, où est-ce que l'eau arrivait. Et on a dit, on va faire un bassin ici parce que l'eau arrive ici. Alors on en a recréé un, et puis on en a aussi doublé un deuxième, parce que là, il y en a un où il arrive une flotte là, sur celui-là, il est terrible. On avait même mis des arrêtoirs debout en bois. Il y a 3 arrêtoirs debout. Et ce bassin, il est vraiment, dès que l'eau arrive d'Oxy, là, c'est une rivière. Et comme on a trouvé que le bassin était trop petit, on a recreusé un bassin après. C'est-à-dire que là, on a 2 bassins, un bassin, 3 arrêtoirs, et après, encore un autre bassin. Finalement, c'est grâce au remembrement qu'on s'est rendu compte que c'était un super moyen. Et du coup, après, comme disait Denise, on l'a amélioré. On l'a amélioré avec le temps. Et nous, on continue à observer, parce que forcément, vous le dites, l'évolution climatique, qui fait que il faut être toujours observateur et se dire « Ah bah tiens, on pourrait faire ça ». Donc, observation, action, réaction. Paf. Les fascines, il y en a une juste en haut, avant le premier bassin de rétention qui vient d'Oxy, là. Hein. On a installé ça parce qu'on a vu que ça freinait aussi l'eau. Hein. Mais avec quand même des difficultés, il faut le dire, hein, parce que les fermiers ne sont pas toujours d'accord pour qu'on en installe chez eux, etc. Donc il y a toute une communication à faire, tout un relationnel à opérer pour réussir à inciter quand même les fermiers à ce qu'on mette des ouvrages chez eux. Puis après, il y a aussi le nettoyage des fascines. C'est comme les bassins. Hein. Une fascine, elle est super opérationnelle, sauf que quand il y a plein de terre devant, ça marche plus, quoi. Donc il faut aussi l'entretien. C'est toujours aussi une question d'entretien. Moi, je pense que c'est ça. Si on pouvait retenir ça, c'est toujours observation, hein, entretien, et puis être réactif, extrêmement réactif quand les événements arrivent. On aimerait bien aussi que les jeunes à venir continuent dans notre sens, quoi. Continuent. Parce que c'est bien de couper des arbres, c'est bien d'enlever des haies, mais il faudrait même installer, je ne sais pas si on pourrait, au niveau de la commune, au niveau du conseil municipal, une charte en disant c'est interdit, tout est interdit, on n'a pas le droit de couper de haies. Que Denise dit oui, on espère que que les suivants, après nous, continueront justement à entretenir tout ça, et puis aussi que les services publics prennent des décisions au niveau des arrachages de haies et des retournements de prairies pour vraiment nous protéger, et puis aussi et peut-être promouvoir aussi certaines cultures comme le miscanthus, hein, qui bloque l'eau, peut-être aussi faire une régulation au niveau de certaines cultures, hein, comme la pomme de terre, le maïs, qui sont quand même des plantations, des cultures qui permettent un ruissellement très fort. C'est l'effort de tous.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par le CPIE Val d'Authie dans le cadre du projet Interreg France-Manche-Angleterre appelé BRIC et cofinancé par l'Union européenne.